avant le dépôt de ma candidature. Ils m'ont entouré parce que j'ai fait une indiscrétion en étant au téléphone à côté de femmes qui vendaient là. J'étais à pied, j'étais descendu de la voiture et puis je fais « Ouais, ça va Washington, je suis arrivé hier. » Tout Kinshasa savait qu'il y avait un candidat qui venait de Washington. « Ah, c'est lui. » Tout le monde vient vers moi. « Ah, c'est lui qui vient de Washington. » Et le Cheikh m'entoure et j'ai une conversation avec le Cheikh. J'ai dit, vous savez, vous avez quel âge? 27 ans. Je dis, ben, écoute, c'est exactement le temps que j'ai passé à l'étranger. Depuis que vous êtes né, je suis en Europe. Et qu'est-ce que je suis venu chercher ici? Et non, je te dis, oh, moi je suis en Europe depuis 27 ans. Les gars, ils me disent, mais non, mais c'est mon âge. Depuis que donc, Nabi n'a sali 27 ans à poto. Alors, Natuni Banson a payé $100, $100, Bossani. Est-ce que vous avez balabala? Namoni, Basali, Bazongi. Ils ont fait un pas en arrière. En faisant un pas en arrière, ils reviennent comme pour me dire cause. Ngabi, Omoni, Ngamoko. Oh là, je m'étais promis de ne pas le faire, mais bon. Moi-même, à votre âge, j'étais l'aîné de 5 enfants. Et nous, là... La diaspora congolaise a fait beaucoup. Je ne suis pas un militaire, mais j'ai eu à affronter 5 à 6 généraux américains au Pentagone pour dire de quoi vous parlez. Et donc je leur ai parlé du Congo de demain et de comment notre entrée sur la place financière dans le monde va faire en sorte que nous puissions avoir des bunkers et qu'on puisse avoir des cabines de stockage d'uranium nucléaire, énergétique et médical. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, nous sommes ici à Bruxelles au Club Presse de l'Union Européenne, car bientôt là, comme vous voyez vous-même, Dr Georges Aloula, président national unique. Je crois que c'est l'un des Congolais qui vit aux États-Unis, qui a été candidat à l'élection présidentielle 2006. En 2011, il avait soutenu Etienne Tshisekedi Wamulumba et 2016, s'il y a élection, il sera probablement candidat. Il compte être le candidat de la diaspora, bien qu'il y a encore débat, il y a beaucoup de candidats, mais il est l'un des candidats de la diaspora qui émerge. Et nous sommes là, c'est le micro du Pasteur Bobo, nous sommes à Bruxelles, nous sommes là, tantôt là, c'est la conférence. Qu'est-ce qu'il va dire aux Congolais de la diaspora? Qu'est-ce qu'il va dire pour le pays? Est-ce qu'il a un projet pour le pays? Nous allons le suivre, rester connectés. C'est le micro du Pasteur Bobo en direct de Bruxelles. Merci. Debout, Congolais, unis par les sons, unis par l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour les bons, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. André, l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer noble méthode de notre souveraineté. Congo, non béni Congo, Esaïe Congo, au prix Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, notre soleil, 30 juin, nuit 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir
le président national de l'unité nationale et intégrité du Congo, le docteur Georges Alula Makita. Il va nous brosser la situation politique et économique de notre pays en proposant, en soumettant à votre appréciation notre projet de société et notre programme gouvernemental. Je passe la parole au président pour vous parler essentiellement du programme économique du Congo dans la logique du changement. Aller sur le processus électoral, le manque de volonté de pouvoir faire quelque chose. Nous avons vu que tout le processus électoral a été bafoué et donc ceci traduit simplement cette absence de leadership au niveau de notre pays où les gens ne savent pas ce qu'ils ont à faire malgré leurs responsabilités à ces différents postes. Nous avons dit qu'aujourd'hui, UNIC, c'est un parti qui est plein de motivation et surtout basé sur des volontaires parce que dans UNIC, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de primes d'action. Tous les membres d'UNIC travaillent pour le bien du pays volontairement et contribuent dans les sacrifices qui est le nôtre. Je vais simplement signaler que les petits oiseaux, quand vous les voyez tout en haut, ils vont l'enlever parce que les ailes de chaque oiseau poussent celui qui est derrière. C'est pour ça qu'ils vont l'enlever et ça leur permet de pouvoir atteindre, aller beaucoup plus loin tout seul. Un oiseau tout seul ne peut pas faire de longues distances parce qu'il sera fatigué. La personne qui mène le peloton d'oiseaux, on les change tour à tour. C'est-à-dire qu'après une certaine distance, ils passent derrière et ils bénéficient des vents que poussent les autres. Dans un pays aussi pauvre que la République démocratique du Congo et autant de pauvres, ce n'est qu'en nous mettant ensemble que nous pouvons aller beaucoup plus loin ensemble, ne pas regarder seulement ceux qui ont des moyens tels que nous sommes en train de les vivre aujourd'hui. C'est dans notre pauvreté individuelle, ensemble, nous sommes forts et nous sommes très riches. C'est quoi les challenges? Les challenges, c'était d'offrir une alternative politique et économique. Dans l'alternative politique, il s'agissait d'abord d'imaginer des solutions qui soient inédites. On ne va pas prendre ce qui s'est passé dans d'autres pays qui ont émergé pour les appliquer chez nous. Il fallait imaginer des solutions congolaises à ces problèmes qui impactent l'avenir de notre pays, l'avenir de l'Afrique, l'avenir de l'homme noir, l'avenir de l'économie mondiale. Ainsi, nous avons proposé, à travers notre vision, des solutions pertinentes pour transformer le Congo de demain en mettant en place un programme de gouvernement. Non pas un projet de société qui peut ressembler à une Bible que tout le monde peut recopier avec les bonnes intentions. Mais ici, nous avons travaillé avec des données chiffrées et avec un certain réalisme. Il s'agissait de convaincre les partenaires publics, privés et institutionnels de pouvoir suivre que le Congo de Mobutu, de Kasavubu, Lumumba et les autres a un avenir et que ces enfants qui ont été envoyés dans les années 70 et 80 à l'étranger pour pouvoir étudier sont prêts à rentrer et mettre leurs 2 décennies d'expérience au service de la nation. Le plus dur, c'était d'établir une certaine crédibilité. Et sur le plan international, basé sur un leadership indéniable et un programme de gouvernement qui soit convaincant. Ainsi, vous pouvez voir sur cette figure les personnalités que nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer et de faire comprendre que le Congo pouvait prendre une toute autre direction. Laissez-moi vous signaler que je n'ai jamais été bourgmestre de ma commune, membre du conseil communal, mais je suis quelqu'un qui a eu une carrière dans les multinationales et qui a l'amour de son pays. Et à un certain moment, j'ai refusé cette progression de carrière ou dans les affaires pour pouvoir essayer de répondre aux soucis
qui est le nôtre en se basant sur mon parcours. Je suis un de ces orphelins que les Zaïre a connus. Je pourrais dire un survivant de la guerre de Kisangani en 64 à l'âge de 7 ans. À 7 ans, j'ai traversé les cadavres, comme vous voyez, à l'est du pays. Ce qui constitue ma motivation, mais surtout, j'ai voulu illustrer ici la réaction du président des États-Unis, parce qu'initialement, on a appelé ce programme le plan Obama, pour dire que c'est le premier président noir de l'histoire des États-Unis, en se basant sur l'histoire de George Marshall, qui a donné son plan au plan Marshall pour la reconstruction, pour la reconstruction de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce plan, avec cette lettre d'appréciation, montre à quel point nous avons pu établir la crédibilité que le Congo et les partenaires du Congo avaient besoin. Suivant. Allez-y encore. Donc l'alternative politique que nous pouvons offrir, c'est d'abord la prise de conscience de la RDC dans l'économie mondiale. À partir de la diaspora, nous avons pu prendre conscience que notre pays joue un rôle très important, parce que je donnerai un exemple des téléphones cellulaires que tout le monde a dans sa poche et qui aujourd'hui fait des merveilles dans le monde entier. Et c'est la matière première du Congo dont on détient 80%, qui fait la différence et qui permet au monde entier de pouvoir communiquer. Et vous connaissez l'impact du coltan dans l'économie mondiale. Le Congo prêche par la carence qu'il y a au niveau de la classe politique aujourd'hui, ce qui fait que nous avons un besoin de renouveler la classe politique congolaise. Il ne s'agit pas de prendre les mêmes et de pouvoir continuer dans les statu quo qui risquent d'aggraver encore l'hécatombe qu'on connaît. Dans là, on montre vraiment comment le Congo fonctionne comme une machine dans laquelle, si la RDC va bien, les partenaires vont en bénéficier et l'économie mondiale va aussi en bénéficier. Nous voulons construire le Congo avec une collaboration avec les pays du G8, les plus grandes puissances, les 8 pays les plus puissants au monde, le G20 et le reste du monde. Ici, pour que le Congo puisse connaître une certaine continuité, l'économie mondiale, en ayant une classe politique au Congo qui est basée sur la présence de la majorité et de l'opposition, nous ne pouvons pas changer nos partenaires. C'est-à-dire, ici, les acteurs de l'Union européenne, que ce soit Louis Michel, Juncker, Didier Reynders ou le Premier ministre Charles Michel, nous n'avons aucune influence pour changer cette équipe qui sont nos partenaires. Et ce partenariat ne va pas commencer avec nous. Ce partenariat a commencé depuis que le Congo est indépendant. C'est passé par Mobutu Roi-Baudouin, Mobutu Mitterrand, Mobutu Nixon, etc., etc. Mais nous, si nous voulons aujourd'hui offrir à ces partenaires une alternance politique, nous devons être capables de... Allez-y. Nous devons être capables de voir qu'en face de nous, nous avons une équipe de football. On prend le football européen comme le modèle. Dans ces modèles, les gardiens de but, c'est le président ou la présidence de la République. Au numéro 2, c'est le ministre de l'Intérieur. Au numéro 3, c'est les services d'intelligence. Au numéro 4, l'armée. Au numéro 5, la justice. Au numéro 6, c'est le Sénat, avec un contrôleur et un distributeur. Et au numéro 11, les anciens, c'est les parlements. Au numéro 9, ceux qui sont des buteurs dans cette équipe de gens qui sont en train de piloter le Congo aujourd'hui. Au numéro 10, les services de sécurité. Au numéro 7, le monde des affaires. Nous devons constituer une nouvelle équipe composée de mêmes acteurs qui puissent jouer les mêmes rôles pour pouvoir les battre. Ici, si je mets dans cette équipe Vital Kamerhe au numéro 9, au numéro 10, Azares Rouberois, au numéro 7, Moïse Katumbi, au numéro 11, tous les anciens présidents du Parlement,
ou encore au numéro 6, Edo Mokolo Apombo, et au numéro 8, Léon Kengo Adondo, pour dire que les services d'intelligence sont contrôlés par Azaras Rouberois et Mouyège, etc., qui sont sous contrôle rwandais. La défense, les services de l'armée est aussi sous le contrôle Azaras Rouberois indirectement. Et au niveau de la justice, Alexis Thambwe Mwamba d'IRCD qui dépend du Rwanda aussi. Et le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, Évariste Bochab, qui est un ancien de la Belgique, ancien président du Parlement, et qui a permis les scores du deuxième penalty qu'avait marqué Joseph Kabila en 2011. Le premier, c'était Vital Kamerhe. Et celui qui va aider pour marquer le troisième penalty, c'est l'ancien ambassadeur de la République démocratique du Congo en Belgique, M. Mova Sakanya, qui puisse permettre le troisième penalty dont le buteur est connu, qu'on cherche à faire passer, Moïse Katumbi. Donc à nous de monter l'équipe pour que ce troisième penalty ne puisse pas être accordé et ce troisième penalty ne puisse pas avoir lieu. Prochain slide. Dans ces slides où je présentais la situation politique sous forme d'équipe de football, j'ai fait un appel aux acteurs politiques de tous bords, que ce soit dans la diaspora ou ceux qui sont au pays, de comprendre que hier, jusqu'en 2011, nous avons fait dans un premier temps des combats individuels, chacun dans son parti. L'heure est venue de nous réunir ensemble. C'est ainsi que je suis fier d'annoncer que INIC fait partie de la coalition des forces vives congolaises qui a été créée à Paris le 18 juin 2016. Et nous mettrons tout ce que nous avons comme ressources et capacités. Ici, je voudrais que vous preniez conscience de la situation que nous avons. Les partenaires du Congo ont des laboratoires de recherche que vous voyez tout en haut, où ils font des recherches sur la technologie et tout ce qui peut améliorer la vie de l'être humain ici sur Terre. Par contre, les ressources, comme vous voyez la brousse, c'est dans notre pays que ces ressources naturelles se retrouvent. Aujourd'hui, on prend ces ressources, on passe par Kasumbalesa et dans les autres frontières, on les fait transformer en Malaisie, à l'étranger, à l'extérieur, et c'est là sans payer de taxes au départ de notre pays et sans créer des unités qui puissent créer de la valeur ajoutée à ces produits. Donc, retournez encore. L'idéal pour nous, la RDC, c'est de prendre notre place à travers l'économie mondiale et surtout de comprendre que nous sommes les fournisseurs de l'économie mondiale. Et nous n'avons pas besoin d'intermédiaires frontaliers. Nous aurions des business à faire avec tous nos voisins. Mais nous n'avons pas à utiliser nos voisins comme des commerciaux pour aller vendre les ressources du Congo, encaisser l'argent, construire chez eux, sans balancer des miettes dans l'économie nationale. Donc le Congo va demain transformer une bonne partie de ses ressources naturelles à l'intérieur du pays dans une phase d'industrialisation à outrance que nous allons lancer avec notre programme. Avec 140 milliards d'emprunts obligataires, il ne s'agit pas d'une dette concoctée auprès des institutions de Bretton Woods, il s'agit de mettre le Congo sur le plan financier mondial. 140 milliards d'investissements en distribuant les ressources, comme je vais vous les montrer, à tous nos partenaires du G8 et G20 et du monde entier, les emprunts d'obligations d'État que nous allons émettre parce que nous avons la crédibilité, nous avons établi la crédibilité qui puisse permettre aux gens de pouvoir nous faire confiance pour passer à cette étape. Ainsi, le Congo va jouer son rôle dans l'économie de marché. Passez encore. Encore. Donc ici, vous voyez que cet emprunt d'État, on a dit il nous faut des partenaires. Le plus grand partenaire de la République démocratique du Congo, c'est aussi le plus grand partenaire de l'Union européenne, sûrement. C'est les États-Unis d'Amérique, sur lesquels le marché duquel nous allons mettre 50% de ces emprunts sur les places de New York, Los Angeles, Chicago et ailleurs, pour que les hommes d'affaires américains puissent investir dans ces pays au potentiel illimité qu'est la République démocratique du Congo. Et c'est le moment de venir en République démocratique du Congo pour pouvoir s'investir. Le Congo a été créé avec l'arrière-pensée d'une plaque d'un marché indépendant. C'est pour ça qu'à sa création, il a porté
les noms des États indépendants du Congo. Donc ainsi, avec cette ouverture à tous nos partenaires, à tous les partenaires du Congo, nous pouvons créer les conditions pour que nous puissions offrir au monde un pays émergent d'ici 2030. Comme vous le voyez, les 140 milliards ont été quand même ventilés à des postes comme la défense et la sécurité de notre pays pour 33 milliards, l'industrialisation et les infrastructures de développement pour 15 milliards, la santé 10 milliards, les transports 21 milliards, le département d'éducation 11 milliards, les anciens combattants 3 milliards, ainsi de suite. Donc nous avons chiffré et ventilé l'utilisation de ces 140 milliards, comme vous pouvez le constater. Encore. Pour réussir, nous avons, une fois que nous avons les cash avec ces emprunts, nous avons défini les domaines de partenariat, c'est-à-dire, je prendrai un exemple, que pour des pays qui ont des technologies bien connues comme la France pour les rails ou les nucléaires, ils seront nos premiers partenaires dans ces domaines. Pour les États-Unis, l'aéronautique, pour les États-Unis, l'électricité, l'automobile, pour la Russie, l'extraction, la production et la distribution des gaz. Pour le Japon, c'est la construction de ponts, de navires, de bateaux. Et en faisant cette distribution par pays et par partenaire, ça a pu amener la communauté internationale à un apaisement. Ce n'est pas Georges Aloula qui a transmis au gouvernement de Russie les projets de production et d'exploitation des gaz. C'est entre les États qui se sont passés l'information et la Russie a envoyé une délégation ministérielle pour aller faire l'évaluation du gaz sur les lacs Tanganyika et pouvoir envisager la faisabilité de ces projets dont nous parlons ici dans notre programme. Prochain. Comme vous pouvez le constater sur comment on dit, sur cette image. Sur cette image, on voit un homme qui transporte toutes les personnes qui pouvaient se retrouver dans une seule voiture. Donc regardez le manque d'opportunités pour l'industrie automobile que cette image peut générer. Et c'est un domaine pour lequel nous mettons 21 milliards infrastructures, développement, pour que nous puissions produire tous ces éléments localement. Next slide. Voilà. Vous avez cette image du transport de train où ça devait se traduire par un train voyageur plus des trains de fret pour les marchandises. Prochain. Aucun pays au monde on ne peut voyager avec une telle condition de bagages entre les passagers et en cas de changement brusque de direction, même si l'avion atterrit, ce sont plutôt les personnes à l'intérieur qui ne vont pas survivre en cas de choc. Les compagnies aériennes ont vu ces images et ça les a, je dirais, motivés, ou du moins... prochain. Encore. Dans notre programme, si nous invitons les Japonais, c'est pour nous construire des grands ponts comme vous voyez là, et les constructeurs, que ce soit aux États-Unis, en Europe et ailleurs dans le monde, qui soient capables de pouvoir nous offrir ces écoles primaires. Ce que vous voyez en haut à droite, ce sont des écoles primaires aux États-Unis. Dans une école, il n'y a pas que les murs, les craies au tableau, il y a l'infirmerie, il y a la police, il y a les terrains de foot, c'est tout un complexe. C'est-à-dire que mettre nos enfants dans les conditions d'études telles que nous pouvons les avoir dans les pays développés. Nous avons besoin de développer notre système de santé. Les docteurs congolais en médecine ou les ingénieurs congolais ont montré à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud
que nous étions un creuset d'intellectuels qui ont tenu les hôpitaux comme noirs en Afrique du Sud ou des ingénieurs pour balancer la carence des ingénieurs et des médecins noirs en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, beaucoup parmi nos compatriotes médecins souhaiteraient bien retourner chez eux et pouvoir travailler dans les mêmes conditions qu'ici. Au milieu, vous voyez les centres de recherche. Quand il s'agit d'Ebola, les médecins congolais ont prouvé ce qu'ils étaient capables de pouvoir faire. Nous devons améliorer les conditions de travail en leur mettant des laboratoires de recherche adéquats pour pouvoir faire toutes ces recherches aux maladies auxquelles nous sommes confrontés sur place au Congo et en Afrique. Un peu au milieu, vous avez les systèmes bancaires. Les systèmes bancaires, dans les systèmes bancaires congolais, nous devons être entrés dans la finance internationale. Lorsqu'on parle des milliardaires dans le monde, cet argent ou ces biens sont stockés quelque part. C'est pour ça que vous voyez les coffres-forts que vous voyez. Ça, ces coffres-forts seront logés dans les bases militaires secrètes que nous allons construire dans notre pays, dont la localisation et l'accès ne seront réservés qu'à des personnalités ou à des personnes qui sont habilitées à pouvoir savoir où ça se trouve et pour pouvoir les pénétrer. Nous avons besoin de développer l'industrie, les buildings commerciaux. Suivant. Dans notre programme, comme vous voyez, nous avons un programme assez ambitieux pour le logement des Congolais. Dans un pays qui a 23 000 milliards de réserves d'or, nous pouvons construire une maison adéquate à 10 000 $ la maison aujourd'hui par famille au Congo. Pour les 11 millions de familles que nous sommes, cela est totalement jouable pour que nous puissions venir en Europe ou voyager dans le monde, comme les Français vont aux États-Unis, comme les Belges vont au Japon et ils reviennent chez eux après un court séjour. Donc nous sommes capables de pouvoir construire des logements de ce type à toutes les familles congolaises et pouvoir suivre l'exemple de la Guinée équatoriale qui a donné des livrets de parcelles à chacun des citoyens guinéens en bénéficiant des ressources et des revenus du pétrole. Nous avons l'ambition de créer des aéroports modernes dans les 26 provinces qui ont été créées, même si les passages aux 26 provinces n'étaient pas programmables dans les temps tels qu'ils l'ont fait. Dans notre optique, nous allons pouvoir revenir aux 11 provinces, mais en considérant les 26 provinces comme si c'était des provinces déjà établies, les développer jusqu'à ce que toutes les infrastructures soient équitables sur l'ensemble du territoire pour qu'aucun enfant sur le territoire congolais ne puisse bénéficier de traitements privilégiés par rapport à d'autres enfants parce qu'ils sont dans des coins assez reculés. Donc nous allons remettre les 11 provinces en place en considérant les provinces 7 qui ont été créées à partir des provinces originales comme des sous-provinces, pas des sous-provinces, mais en bénéficiant tout ce qui est comme administration, des dispositions administratives pour projeter ces passages vers les 26 provinces dans les 30 ans, dans les 25 ans ou dans les 50 ans, mais seulement en sachant très bien que nous pouvons ne pas avoir besoin de passer à 26 provinces parce que ce sont les grands ensembles qui sont en train de régner. Donc si aujourd'hui on l'a fait, c'est parce que les gens voulaient se retrouver en chef dans leur petit coin, parce que l'absence de leadership a fait qu'on pouvait justifier que si on ne fait pas ça, c'est parce que le pays est trop grand. Mais la question qui m'a été posée aux États-Unis, ne pensez-vous pas que la République démocratique du Congo soit ingouvernable, qu'elle est trop grande? J'ai répondu à ces généraux américains que pourquoi vous parlez de la division du Congo alors que vous êtes 4 fois plus grand que nous, et comment vous faites pour gérer 50 États, et il serait mieux de nous apprendre comment vous gérez vos 50 États au lieu de nous amener l'idée de diviser le Congo. Et j'ai aussi posé les problèmes de la mixture de l'héritage du général ou le maréchal Mobutu, qui est l'unité nationale qu'il nous a laissée. À l'époque où on m'a posé cette question, en 2002, Roger Lumbala était président du RCD dans la province qui n'était pas la sienne, la province orientale. De même pour Wamba Diawamba. Et ma question, si vous divisez le Congo aujourd'hui, tout seul, dans la province orientale, que va-t-il devenir? Donc cette approche a permis d'arrêter le projet de balkanisation qui restait d'actualité, mais ça a permis d'arrêter l'ambition qu'ils avaient. À cette époque, le pays était coupé en deux, une partie de la rébellion, une partie dans le sud sous le contrôle du gouvernement. Ça aurait pu être beaucoup plus facile hier, à ce moment-là, que si c'était aujourd'hui. Prochain slide. Je sais que j'ai
dans les images précédentes, on a montré des hôtels, on a montré des universités, et tout ça bien programmé, c'est faisable. Nous avons pris l'exemple ici, par exemple, la construction des cités olympiques. Beaucoup de pays ont maîtrisé la technologie. À la différence de ce qui s'est fait aujourd'hui, nous allons donner ce travail aux Congolais. Soulignons que notre pays, dans son état actuel, nous avons besoin d'instaurer un certain nombre de mesures sociales qui puissent permettre de reconstruire nos familles, les allocations familiales pour les parents. Ceux qui ont un enfant peuvent avoir 15 $, 22 ou 25 pour 2 enfants, 32 pour 3 enfants, 44 enfants, jusqu'à la moitié du SMIC que nous avons estimé autour de 100 $ au taux actuel. Avec la révalorisation du franc congolais, ces rapports, ces montants en dollars sera beaucoup plus élevé, mais les bases de calcul ont été faites sur le taux de 1 $ pour 1000 francs congolais. En réformant les systèmes éducatifs, il nous faudra 18 mois pour que les Congolais qui ont fait preuve de leur ingéniosité et de leur intelligence à travers le monde puissent récupérer les niveaux adéquats. Et ceci dit, nous allons utiliser toutes les intelligences du monde, qu'elles soient noires, blanches, rouges ou bleues, dans notre pays pour pouvoir construire, faire marcher ces programmes en 4 ans. Les gens vont bénéficier des échanges de visas entre nous et les pays partenaires qui vont investir chez nous, avec comme obligation les transferts de technologies, les transferts de connaissances, et surtout, ayant vécu pendant plus de 3 décennies à l'étranger, nous pensons que les étrangers qui vont respecter les lois du pays, qui vont travailler pour l'intérêt du pays, n'auront rien à craindre, parce que nous serions leurs propres témoins, parce que nous avons vécu aussi comme étrangers dans ces pays qui nous ont hébergés, mais nous avons respecté les lois du pays, nous n'avons pas trahi la sécurité de ces pays, auquel cas nous ne serions pas libres de pouvoir parler devant vous aujourd'hui. Dans ces transparences et les projets ambitieux que nous avons, c'est de relier l'océan Indien et l'océan Atlantique en traversant la République démocratique du Congo de l'Est à l'Ouest. Ces projets ambitieux pourraient permettre aux véhicules, aux moyens de transport de pouvoir partir de l'Afrique du Sud vers le Nigeria ou le Maroc. C'est un projet ambitieux. Le Congo a suffisamment de pierres, de cailloux dans le pays et suffisamment de goudron en réserve suffisante dans la province orientale et dans la province du Bas-Congo pour pouvoir asphalter l'Afrique. En sachant que lorsque nous allons mettre des routes à péage, c'est le gouvernement congolais qui va bénéficier quelque part de ces infrastructures. Ça veut dire qu'à chaque mois, les programmes ambitieux que nous avons mis en place vont montrer que ceux qui vont investir au Congo n'auront rien à craindre sur les retours d'investissement parce que leur argent iront dans des projets palpables. Il suffit pour cela de se rendre compte que lorsque vous rentrez dans New York, les premiers péages que vous payez coûtent 23 $ par voiture et à chaque fois que vous y passez, vous payez 23 $ par voiture. Donc simplement, imaginez une autoroute qui puisse partir de Kinshasa à Lagos avec des péages sur lesquels le Congo a posé comme son asset ou comme son capital les goudrons sur lesquels ces voitures passent. Le gain pour la RDC est énorme, le gain pour les partenaires de la République démocratique du Congo est aussi énorme. Prochain. Je vous ai parlé des pays qui ont cette renommée en termes d'industrie. Nous imaginons que nous pouvons développer notre chemin de fer, mais non seulement dans cette image, vous voyez que tout ce qui est métallique peut être produit dans notre pays. Ça veut dire que 30% de métaux qui rentrent dans les camions, dans les voitures, dans les trams, etc., nous ferions partie prenante, nous allons les produire localement. Ce qui fait que ça va créer des emplois pour tout le monde dans notre pays. Prochaine. Tout le monde se souvient avec cette image des usines de montage de voitures Chrysler à Massina ou Opel chez nous. Tout ça avant les pillages qu'il y a eu en 91 et 93, c'est-à-dire en 91 et en 93, qui a
casser l'économie congolaise. Donc, les compagnies automobiles sont prêtes à venir s'installer chez nous en produisant des voitures localement. Je prendrai simplement pour base, pour m'appuyer, la production de véhicules au Nigeria, des véhicules produits et imaginés par des Nigériens. Nous avons déjà cet exemple que nous pouvons utiliser. Suivant. Regardez tous ces systèmes de transport, enlevez tout ce qui est métallique, accordez-le-nous comme des fournisseurs localement avec ces compagnies qui vont venir s'installer chez nous. Non plus exporter les métals pour eux, pour pouvoir les produire chez eux, mais chez nous, localement. Allez-y. Donc, j'insiste, regardez les Caterpillar, ça c'est des machines qui coûtent beaucoup, plusieurs millions. Imaginez simplement que lorsqu'un produit coûte 1 million, 33%, c'est les coûts de ces produits, les coûts pour produire ces engins. Dans 33%, il y a 33% de matières qui rentrent. Et dans les 33% des 33%, la RDC va bénéficier de toute l'industrie qu'il y a autour. Les caoutchoucs que vous voyez, les gros caoutchoucs là, c'est pour lesquels on a coupé les mains de nos parents dans le passé. Ce sont ces caoutchoucs-là qui seront reproduits à outrance dans notre pays pour que Caterpillar, 40% de sa production, soit fournie localement par les Congolais. Suivant. Suivant. Tout le monde parle du pétrole à travers le monde, de la réserve du pétrole. Je signale simplement que la couleur brune du lac Mai-Ndombe qui se déverse vers l'océan en laissant une bonne couleur, c'est ça le pétrole. La couleur brune du lac Mai-Ndombe, c'est le pétrole. Donc on parle de réserves de pétrole de différents pays. Les réserves de pétrole du Congo sont cachées pour des raisons bien voulues, parce que lorsque le Congo va commencer à produire le pétrole à l'intérieur du pays, la réserve du pétrole mondial dépendra de sa source, parce qu'on dit que la définition du pétrole, c'est les débris des végétaux. Et c'est la forêt équatoriale qui fournit ces débris des végétaux qui sont là depuis des centenaires, qui se transforment en pétrole. Et pour vous donner une idée de l'existence de ces cycles continuels pour lesquels la RDC ne sera jamais pauvre, c'est que les eaux des océans qui rentrent sous terre entrent dans un processus physico-chimique qui fait que dans la centrifugèse, le pétrole viendra toujours des mêmes côtés, c'est-à-dire dans nos sources qui sortent du fleuve Congo vers les Lualaba. Notre réserve de pétrole va nous permettre de pouvoir fournir aux États-Unis 30% de leurs besoins en pétrole à travers l'axe Nigeria, RDC et Angola. On compte sur nous pour pouvoir jouer notre rôle à ces niveaux. Prochain slide. Toute l'industrie métallurgique dépend des métaux dont nous détenons les ressources. Ça veut dire que nous installons les usines métallurgiques et sidérurgiques dans notre pays qui vont nous permettre de pouvoir fournir l'industrie automobile et toutes les industries qui utilisent les métaux. Pour pouvoir parler d'électricité, l'image que je vous montre, je vais m'arrêter 2 secondes un peu là-dessus. L'image que je vous montre, c'est le cuivre du Congo. Lors d'un sommet sur l'énergie dans le monde, au centre stratégique aux États-Unis, j'ai pris la parole pour dire que vous voulez éclairer, vous parlez d'électricité, mais est-ce que vous connaissez les potentiels de notre barrage hydroélectrique d'Inga? Ils m'ont dit oui. Ben, les barrages hydroélectriques d'Inga, c'est quoi les problèmes qu'on a connus? Produire l'électricité n'est pas un problème. Quand on produit l'électricité, c'est pour les transporter, pour qu'ils puissent tourner les machines, allumer les lumières, etc., etc. Et vous n'avez pas installé les usines de production de câbles. C'est à partir de notre cuivre que localement, nous allons produire suffisamment de câbles pour pouvoir connecter toute l'Afrique. Et imaginez-vous simplement que si nous envoyons des factures d'électricité à tous les pays consommateurs, utilisateurs de notre électricité, qu'est-ce que cela va signifier? Au lieu d'avoir un multimilliardaire dans tous les pays, nous en aurons plusieurs. Les États-Unis a près de 10 millions de millionnaires. Le Japon, la même chose. Au niveau de l'Europe, 16 millions de personnes sont millionnaires.
Au Congo, il y en a combien? Dans quelle province sont-ils? Et dans quoi? Ici, nous allons créer les conditions pour que l'électricité arrive dans toutes les maisons et nous allons monter les usines adéquates pour fournir toutes les pièces accessoires qui font que l'électricité puisse partir du barrage d'Inga ou des barrages que nous avons que nous allons construire à travers le pays et apporter de l'électricité dont l'industrie congolaise a énormément besoin. Prochain slide. En parlant gaz, lorsque vous regardez ces images, vous allez voir la sortie du gaz sous le sol, le nombre d'usines, 15 000, 25 000 usines fournies par ces gaz. À chaque fin du mois, vous envoyez une facture à toutes ces usines sur leur consommation. C'est ça le business que nous voulons amener et que les gens sont prêts à jouer les jeux avec le Congo. C'est-à-dire Gazprom, la compagnie russe qui est connue, qui fournit du gaz en Europe. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas à avoir peur. Les États-Unis, la Russie, la Chine sont des partenaires. Ils seront nos partenaires au Congo. On connaît le langage qu'il faut pour leur dire, ben écoutez, voilà à la Russie la possibilité de pouvoir exploiter les gaz du Congo, mais en investissant dans les usines qui vont accompagner les 140 milliards que nous avons récoltés comme cash, et ça va garantir les repaiements de ces emprunts d'État. Chaque année, 3%, 2 à 3% d'intérêts seront versés. Au bout de 15 ans ou 30 ans, selon l'échéance que nous allons prendre, nous allons rembourser le capital initial. Et surtout, nous avons d'autres mécanismes que nous n'avons pas développés ici pour montrer aux gens que oui, c'est possible que le Congo puisse s'engager et avoir la capacité de pouvoir rembourser cet argent. Parce que ici, derrière tout ça, nous allons créer une banque de développement du Congo qui sera gérée avec les plus hauts, les plus expérimentés des experts dans les domaines bancaires sous le contrôle de notre gouvernement, parce que je suis un ancien de la Banque Société Générale, et je connais la finance mondiale, je suis aussi un technicien, je sais aller voir où peuvent se passer des tricheries, mais quand on a travaillé dans une banque comme la Société Générale, qui est la 3e banque française et la 16e banque dans le monde, on sait comment faire, en tout cas, pour éviter les tricheries, les fraudes, et surtout la justice que nous allons établir avec cet état de droit. Je dis ici, parlant de la justice, que le Congo va bénéficier de ces enfants qui sont des avocats, des juristes dans tous ces pays développés, qui vont remettre leur probité morale, leur intégrité, leur éthique au service de la nation pour rendre justice aux citoyens congolais, aux étrangers dans notre pays, aux hommes d'affaires et à tous ceux qui vont réclamer la prestation de la justice de notre pays pour demain. Prochain. Encore. Allez-y. Ainsi, je pourrais clôturer ou atteindre la fin de ma présentation en disant que où sera notre pays dans 30 ans? C'est une question qui m'a été posée au plus haut niveau et nous avons répondu. Nous voulons, nous voulons que, avec notre programme, nous estimons que le Congo, en 2 ans, 140 milliards de dollars investis plus loin, va atteindre le niveau de la Côte d'Ivoire, atteindre l'Éthiopie dans l'année qui va suivre, mais en 5 ans, je dirais qu'en termes de pouvoir d'achat du pays, atteindre le niveau de la Suède, de la Suisse, ça pourrait vous paraître bizarre. Les Suisses sont moins de 5 ou 10 millions. Les Congolais, on est 80 millions. Nous allons passer à 200 millions d'habitants, si ce n'est pas 150 millions en 2030. Ça veut dire que le volume de la population est beaucoup plus important que celle de la Suisse ou de la Suède. Et le taux de croissance de la population est beaucoup plus élevé que dans les pays que j'ai cités. Avec notre programme, nous allons atteindre le niveau de la Belgique dans les 6 ans de lancement de notre programme, le niveau du pouvoir d'achat de la Belgique. Et lorsque, 10 ans plus tard, nous avons l'ambition avec ce programme d'atteindre le niveau qu'a atteint l'Argentine aujourd'hui, en termes de produits intérieurs bruts. Et le Congo, en 2030, devra rejoindre le niveau qu'a atteint la Corée du Sud, qui nous fournit tous les téléphones portables Samsung, c'est-à-dire nous serons en mesure de nous égaler avec la Corée. Que cela ne puisse pas vous étonner, parce qu'en 1960, on était tous au même niveau. Oui, c'est suivant. Voilà, chers compatriotes, la fin de mon exposé. Je dirais d'abord merci à vous tous qui avez fait le déplacement.
Et les messages que je pourrais vous dire, c'est dire surtout que, au lieu d'être désespéré et de croire que il nous est pratiquement impossible de choisir comme hier entre les choléra et la peste en 2006, les choix aujourd'hui, avec un tel programme et une telle ambition, je crois que vous devez avoir l'espoir que nous avons fait le travail énorme pour que nous puissions passer devant vous et vous montrer qu'avec ce programme inégalé et qui m'a valu les tests dans les plus grandes institutions, le Congo de demain, le programme de défense de notre pays pour la sécuriser, l'a passé quelque part 80 000 hommes à 300 000 hommes en uniforme côté armée, 300 000 côté police. Ce programme va être intégré dans les plans de défense des intérêts stratégiques américains en Afrique. C'est-à-dire le Congo va jouer un rôle important comme un ancien membre isolé de l'OTAN, puisque c'est le Congo qui a fourni l'uranium, qui a fait la puissance de l'OTAN. Nous les réclamons et nous avons besoin de ces parapluies sécuritaires des États-Unis et des pays du G8 et G20, l'économie du Congo. Le Congo ne sera plus un espace de guerre, un laisser-aller où les femmes peuvent être violées à l'est du pays à volonté, un pays où près de 2 à 3 millions de Congolais dorment à la belle étoile parce que leurs villages ont été détruits pour qu'on puisse fournir l'industrie de haute technologie dans le monde. Nous devons prendre conscience que cela ne peut plus durer. Nous devons être capables de reconnaître en nous, aux uns et aux autres, la capacité, chacun à sa place, de pouvoir apporter ce qu'il faut pour notre pays. Je sais qu'aujourd'hui, tous nos enfants qui dorment dans la rue ont perdu espoir. Et beaucoup d'entre nous, quand j'ai eu 50 ans, toutes les minutes m'ont semblé devenir assez importantes. C'est-à-dire, à l'âge de 50 ans, on s'est dit, ouf, chaque minute maintenant, je ne vais plus jouer. Il y a beaucoup de gens qui ont atteint la cinquantaine et qui font de mauvais choix par la peur qu'ils ont vis-à-vis de leur âge. Ils oublient de regarder que certaines personnes ont 80 ans. Ça veut dire que si on vous donne encore 30 ans à vivre, vous devez vous optimiser, vous requinquer, parce que à chacun son destin. Votre destin, il ne faut pas l'ignorer pour embrasser ceux qui étaient dans les navires qui vont se noyer. Cette navire va continuer à se noyer, puisque cette navire ne sera pas sauvé. À vous de faire les bons choix. Nous, Congolais de la diaspora, nous, des INIC, nous avons présenté cet après-midi ce dont nous sommes capables, mais c'est appuyé sur l'expérience professionnelle des uns et des autres. Je suis un industriel, j'ai eu la chance de travailler dans les plus grandes compagnies multinationales dans le monde. Alcatel Câble, c'est la 3e compagnie de télécommunications dans le monde, 7 milliards de chiffres d'affaires. J'étais à son siège au niveau de la direction générale. J'ai été administrateur de la Banque Société Générale pendant 2 ans ici à Paris, avant d'être consultant chez Renault pendant 4 ans et m'occuper, 4 ans et demi, et m'occuper d'un périmètre de plus de 1600 personnes. Je ne suis qu'un des vôtres. Il y a des gens dans cette salle qui ont été à l'école avec moi. Il y a des gens dans cette salle qui ont été voir Zaïko ou danser les Zaïko avec moi à Kinshasa. Il y a des gens avec qui j'ai grandi ici, qui se reconnaissent que nous avons eu une base, puisque j'ai eu la chance d'étudier ici en Belgique, avec la bourse du conseil exécutif. Donc aujourd'hui, l'heure est venue pour nous de pouvoir rendre ça et surtout, vous insister sur le fait qu'on vous a montré une vision. Certains ont dit c'est trop beau pour être vrai, mais là je vous ai montré cet après-midi que c'est faisable. Le futur de notre pays ne peut être que prospère à partir de ce que je vous ai montré. Mais cela commence par nous faire confiance. Ce n'est pas les 200, 500 euros que vous allez recevoir un jour qui va changer votre vie demain. J'étais entouré de Chegué après le dépôt de ma candidature en 2006 à Kinshasa. Ils m'ont entouré, avant le dépôt de ma candidature, ils m'ont entouré parce que j'ai fait une indiscrétion en étant au téléphone à côté de femmes qui vendaient là. J'étais à pied, j'étais descendu de la voiture, et puis je fais « Ouais, ça va Washington, je suis arrivé hier. » Tout Kinshasa savait qu'il y avait un candidat qui venait de Washington. « Ah, c'est lui. » Tout le monde vient vers moi. « Ah, c'est lui qui vient de Washington. » Et les Chegué m'entourent. Et j'ai une conversation avec les Chegué. J'ai dit, vous savez, vous avez quel âge? 27 ans. Je dis, ben, écoute, c'est exactement le temps que j'ai passé à l'étranger. Depuis que vous êtes né, je suis en Europe. Et qu'est-ce que je suis venu chercher ici? Et non, je te dis, oh, moi je suis en Europe depuis 27 ans. Les gars, ils me disent, mais non, mais c'est mon âge. Depuis Nalambotama. Donc, Nabi n'a sali 27 ans à poto. Alors, Natuni Banson a payé $100, $100, Bossani. Est-ce que vous voulez un balabala? Namoni, Basali, Bazongi.
Ils ont fait un pas en arrière. En faisant un pas en arrière, ils reviennent comme pour me dire cause. Ngabi, Omoni, Ngamoko. Oh là, je m'étais promis de ne pas le faire, mais bon. Moi-même, à votre âge, j'étais l'aîné de 5 enfants. Et nous, là... Et nous, on n'a jamais dormi dehors. Ce qui nous fera vaincre. On n'a jamais dormi dehors parce qu'on avait des tantes qui nous ont distribué comme du pain. Mon petit frère se retrouve à Brazza. La cadette à Pointe-Noire. Les autres sont partis avec Sangani. Et je suis allé vivre chez ma tante à Kassavougou. Les enfants, quand je leur ai raconté cette histoire, j'ai dit, ben écoute, je ne vais pas vous laisser sans rien vous donner. À qui d'entre vous peut prendre ce qu'on va donner? On n'a pas beaucoup, on va vous donner un peu. En 2 secondes. Ils ont dit lui. Sans réfléchir. Yeah. Oh, comment ça? Yeah. Voilà qu'on fait ça. Viens. Yeah. Président. Yeah. On a donné l'enveloppe à ces garçons. Je devais poser ma candidature après le général Bolongo. Il y a eu des incidents, on m'a dit de revenir. Je suis passé juste après Roger Lumbala. Tous mes concurrents sortaient dans les 4x4, cortège, t-shirt. Moi, je sortais à pied. Et ils ont failli me porter antipoï. Tous ces enfants étaient candidats à la Bisso. Bon, pour des raisons simplement de sécurité, parce que j'avais été quand même averti qu'il y avait un clash qui arrivait. Ce clash ne m'a pas autorisé de rester sur le terrain. Je me suis retiré pour m'épargner et je suis rentré aux États-Unis où ma green card a été retirée et annulée. Et j'ai fait 5 ans sans papier aux États-Unis. Et on m'a rendu ma green card 2 jours avant ma réception à la Maison-Blanche, 5 ans plus tard. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, vous avez vu comment j'ai partagé mon émotion. C'est chaque fois très difficile, quand je reviens à cette étape, de pouvoir me retenir. Mais l'heure est venue de vous faire croire que, ben écoute, si moi j'ai mis 13 ans à me sacrifier pour vous, je pense que vous êtes capable de tenir encore 2 mois pour que nous puissions faire un effort ensemble, parce que nous ne sommes pas trop loin du but, nous ne sommes pas trop loin de la réussite, nous ne sommes pas trop loin de récupérer la souveraineté de notre pays. Le programme que je vous ai montré ici répond à la même ambition que le plan Marshall. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont dit aux Européens et à tous ces pays détruits qu'au lieu qu'on vous amène un programme développé aux États-Unis qui vous dicte ce que vous devez faire, nous voulons que vous nous apportiez vos besoins, ce que vous voulez faire pour vous-même. Et c'est comme ça que 16 pays ont bénéficié de ce plan Marshall basé sur ce qu'ils ont amené. La chance pour le Congo, j'ai fait ce travail de 200 pages que vous avez vu, qui est protégé. Il y a des détails techniques qui ne sont pas visibles ici, mais j'ai affronté les patrons du Trésor américain pour toute l'Afrique pour les convaincre de faire accepter ce programme et que le président Obama puisse nous adresser une lettre d'appréciation qui n'est pas des moindres. La diaspora congolaise a fait beaucoup. Je ne suis pas un militaire, mais j'ai eu à affronter 5 à 6 généraux américains au Pentagone pour dire de quoi vous parlez. Et donc je leur ai parlé du Congo de demain et de comment notre entrée sur la place financière dans le monde va faire en sorte que nous puissions avoir des bunkers et qu'on puisse avoir des cabines de stockage d'uranium nucléaire, énergétique et médical. Vous avez vu dans les images que j'ai assisté au sommet sur le nucléaire à Washington, eh bien j'ai eu trop mal. Parce que le manque à gagner était énorme. L'industrie du nucléaire, avec l'uranium du Congo,
les retours sur les revenus est énorme et vous n'avez aucune idée de ce que nous perdons. Je sais que il me reste 5 minutes, on va demander, puisque nous avons commencé un petit peu du retard, si quelqu'un peut voir Laurent pour demander une extension 30 minutes pour qu'on puisse avoir une question-réponse. Je donnerai priorité aux gens de la presse pour poser leurs questions. Et puis, s'il nous reste quelques minutes, on prendra les questions de la salle. En tout cas, j'ai dit et je vous remercie. Cela ne fait pas de doute que vous êtes candidat à l'élection présidentielle, mais selon des études ou bien l'appréciation de beaucoup de personnes, on ne peut pas gagner seul dans la configuration actuelle de la République démocratique du Congo. Maintenant, vous avez un projet de société qui nous semble bien détaillé, parce que pour les autres, on n'a pas encore, du moins pour certains, on n'a pas encore rien vu en tout cas. S'il arrivait que dans la problématique de la candidature commune, que vous ne vous retrouviez pas, est-ce que seriez-vous prêt à confier par exemple votre projet à un autre qui pourrait l'appliquer, bien entendu, et ça serait dans ce cas-là sous quelles conditions? Merci. D'abord, je dirais que mon ambition n'est pas d'être uniquement président de la République. Mon ambition, c'est de servir la nation congolaise, parce que le temps que j'ai passé pour travailler pour ce projet, si la personne à qui il y aura la chance de pouvoir mener ce combat et la remporter, j'apporterai mon CV, ma biographie, pour qu'il me mette à l'endroit où je peux transformer ce que j'ai présenté comme programme dans l'intérêt de la nation. Mais je pense qu'aujourd'hui, en étant conscient que le travail que je vous ai montré, je vais convaincre mes frères, puisque c'est autour d'une coalition que nous devons nous mettre d'accord. Si les gens de la coalition se rendent compte que je suis le meilleur, qu'ils me donnent la chance, si on se met d'accord sur une autre personne, je servirai pour les besoins de la cause. Merci. Pour vous, quel est le troisième faux pénalité, c'est Katumbi qui va tirer le pénalité pour le compte du camp présidentiel. Or, Katumbi est avec Tshisekedi, on le voit. Votre position par rapport à Jeban. Et puis, deuxième question aussi, je parle peut-être pour laisser aussi aux autres. Vous étiez candidat à l'élection présidentielle, vous le serez probablement s'il y a élection. Or, être candidat dans un pays comme le Congo, où on a 2 245 000 km², ça demande beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. On pourrait dire minimum 15 millions. Bon, selon mon estimation, moi, minimum 15 millions pour battre campagne. C'est comme c'est grand. Avez-vous le main? Je reprendrai la deuxième qui est plus simple. Je viens de démontrer les moyens intellectuels que j'ai pour pouvoir montrer aux gens que j'ai la crédibilité, parce que les gens qui financent les campagnes, ce sont des gens qui vont voir l'intérêt économique des projets que vous portez, et ces gens sont déjà convaincus par les différentes rencontres que nous avons eues. J'ai eu l'honneur d'être reçu par 18 patrons de plus grandes entreprises françaises qui ont investi en Afrique dans tous les domaines. Je suis en contact avec les entreprises américaines au niveau européen. À chaque fois que je parle, c'est après avoir rencontré les acteurs. On regarde les conditions de financement. On finance les élections lorsque cette fois-ci, les élections sont vraiment définies. C'est-à-dire que j'ai montré une image où je parlais de l'incertitude, la création de l'incertitude au niveau du processus électoral. Au début, on nous disait qu'il n'y aura même pas élection. Et encore aujourd'hui, lorsque vous me posez la question, la date des élections, les échéances ne sont pas définies. Alors, imaginez simplement quelqu'un qui pouvait investir 1 million par an en janvier, 1 million par mois depuis le mois de janvier. S'il devait verser 1 million par mois, en janvier, au mois de juillet, on aurait 7 millions de dépenses déjà, avec une certaine incertitude sur ces élections qui peuvent ne pas avoir lieu. Aujourd'hui, à 3 mois des échéances, si la personne qui s'était investie en janvier, à la fin de l'année, il n'aurait pas dépensé 12 millions. Par contre, lorsque
les choses se présentent clairement et qu'il reste 3 mois, là, il peut prendre le risque de sortir 3 millions pour que vous puissiez faire la bagarre. Et puis, sur le plan physique, je peux couvrir l'ensemble du territoire congolais. La question de comment on va faire des coalitions. La coalition, c'est qu'il y a des hommes qui sont très populaires au Congo. Et nous, de la diaspora, ou dans beaucoup de pays, lorsqu'on arrive dans une situation trouble comme celle de la République démocratique du Congo, où le peuple congolais attend la solution que ça vienne de la diaspora. Et c'est ces maillots-là que nous allons tous apporter pour pouvoir circuler avec tous les membres de l'équipe, des 11 équipes dans les 11 provinces, qui vont aller chacun dans son coin. Et moi, je viendrai juste pour poser la photo à côté et puis utiliser la popularité du candidat local dans les autres élections et surtout riche de ces programmes que nous avons. Je pense que je n'ai pas oublié une partie de Katumbi, il y avait Tshisekedi, okay. Vous fustigez Katumbi. Je ne fustige pas Katumbi. Je fais une analyse qui vous démontre simplement que le système de pénalty, les premiers pénalty, celui qui était l'entraîneur, pas l'entraîneur, celui qui a joué le rôle de gardien, c'était Vital Kamerhe, le premier pénalty de 2006, le directeur de campagne de Joseph Kabila, qui était le patron du PPRD en 2011. C'est Évariste Bochab. Le troisième pénalty que nous prépare un des alliés de Kabila depuis plus de 11 ans, qui dit que les navires vont chavirer. Ils cherchent à quitter, mais ils ont l'air pieds. Les navires vont chavirer, le Congo va au chaos. Ils sortent pour bénéficier avec toutes les ressources qu'ils ont. Moi, j'ai présenté une équipe, je les ai mis tous ensemble. Parce qu'ils ne vont pas nous apporter les changements que le peuple congolais attend. C'est les statu quo qu'on va nous préparer. On a vu les images de Gerval. La question, Pasteur Bobo, posez-vous la question, pourquoi, malgré tous les bruits que nous faisons, nous sommes partout sur Internet, nous n'avons pas été invités. Nous n'avons pas été invités parce qu'ils savent très bien que nous, on est du côté du peuple, on est du côté des combattants, on est du côté des résistants. On a pris la rue pour qu'on puisse dire changement de leadership. Et je crois que lorsqu'on se prépare à rentrer en grande pompe, en oubliant que c'est quoi l'IDPS aujourd'hui par rapport à l'IDPS que nous avons connu. Je suis un ancien membre de l'IDPS. Il y a beaucoup de gens qui sont des anciens de l'IDPS qui ne sont pas dans ces cortèges et qui ne seront pas dans ces cortèges. Donc, avec du réalisme, la solution Gerval, ce n'est pas la solution que le peuple congolais attendait. En 2006, vous étiez candidat à l'élection présidentielle. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à cette époque? Est-ce qu'on peut dire que ces difficultés ont disparu aujourd'hui? J'ai regardé, j'ai suivi avec attention votre programme de gouvernement, comme vous l'appelez. Je vous dirai dans un premier temps, c'est bien fait. Mais que pouvez-vous répondre à ceux qui diront que c'est un beau catalogue d'intentions? Troisième point, troisième question, vous avez parlé de renouvellement de la classe politique. Depuis la conférence nationale, on n'entend que ça. Comment vous allez le faire concrètement? Merci, M. Ambawadji, et Congo Indépendant. Je salue votre présence sur le net qui dépasse les 20 ans, je crois. Et donc, vous avez été l'une des références pour nous, même en 2006, lorsque nous nous sommes lancés, vous étiez la référence sur la place. Et vous continuez à faire un bon travail. Je vous remercie. Les difficultés de l'époque, beaucoup de ces difficultés ont été surmontées. Parce que je crois que une meilleure connaissance de la communauté internationale, une bonne connexion avec les décideurs. Maintenant, hier c'était visite, bonjour, carte de visite, etc. Ça s'est limité là. Maintenant c'est comment vas-tu Georges, etc. Donc on se connaît un peu plus, d'un peu plus près, on peut échanger sur des choses sentimentales. Ils disent, ben, je reviens de la région, on a trouvé que la personne qui fait les bordels dans les coins, on l'a identifié. Donc ça, ce sont des propos ou des choses qui sont une différence par rapport à 2006. Par rapport à 2006, j'ai été d'abord désillusionné. Désillusionné quand je suis arrivé en tant que candidat sur le terrain en 2006.
J'avais écrit qu'en ayant un beau costume, bien coiffé, bien parfumé, et un beau discours, on allait m'embrasser et puis me donner des voix. Mais sur le terrain, les partenaires avec lesquels je parlais déjà à distance, quand je suis arrivé sur le terrain, ben écoutez, on ne pouvait même pas s'appuyer sur eux. Donc une désillusion sur l'état de la population, qu'est-ce qu'ils attendent des candidats, c'est quelque chose que maintenant je suis préparé pour pouvoir répondre à leurs attentes. En 2006, ce n'était pas vraiment le cas. Je l'ai appris sur le terrain. Une sorte d'accompagnement. L'accompagnement, c'est l'accompagnement peut être sécuritaire, l'accompagnement des hommes d'affaires. Ce n'était pas aussi solide qu'aujourd'hui. Avant, c'était juste que vous êtes le seul qui a un programme économique, etc. Mais aujourd'hui, j'ai des hommes d'affaires qui disent quand est-ce qu'on commence, quand est-ce que ça va se passer les élections. Donc, une grande différence de ce côté-là. Merci pour les compliments pour le programme que vous avez fait. Vous savez, lorsque vous dites que d'autres vont dire que c'est des catalogues de bonnes intentions, les documents, ce programme s'appuie sur un document de 200 pages, confidentiel, avec une bonne partie, une bonne dose de ma connaissance de l'Europe et du monde occidental. Je souligne que je suis un ancien étudiant de Belgique. Je suis diplômé ici à la Rue Royale à Bruxelles. Donc je connais les Belges. J'ai fait la France, mon doctorat et les grandes boîtes dans lesquelles je travaille au niveau de la France. Je suis allé aux États-Unis comme un entrepreneur. J'ai su transformer cette connaissance du monde en un programme qui a... vous savez, le président des États-Unis ne s'engage pas à vous écrire une lettre d'appréciation à la volée. C'est-à-dire vous rencontrez tous ces experts qui vont lui donner un feedback sur ce qu'ils pensent de ce que vous avez fait. J'ai rencontré, à la demande du secrétaire d'État candidat à la présidence actuelle, 2 ambassadeurs pour valider ce qu'ils ont vu avant que ça passe à la Maison-Blanche ou au Conseil de sécurité au niveau de la Maison-Blanche. Les catalogues de bonnes intentions, non, parce que derrière, il y a une matrice avec toutes les entités administratives du Congo, et on dit un besoin, on multiplie par 26, par 142, etc. Tout ça, c'est chiffré. On n'a pas besoin, on n'a pas peur, on n'a pas eu peur des chiffres, parce que lorsque les Américains ont fait quelque chose que je ne sais pas si l'Europe a déjà commencé à le faire, ils ont décrété sur 3 jours la rencontre avec la diaspora congolaise, où on vient dire ce que nous souhaitons. Et c'est la première fois où je parlais de 140 milliards, et le directeur du département du Trésor qui était dans la salle a dit ceci. C'est sur vidéo, c'est en ligne, on va les récupérer pour vous les montrer, pour dire que vous commencez à être sérieux, à devenir sérieux. Ça, ce sont des chiffres que nous attendions de vous, que ça vienne de vous. Donc, une certaine crédibilité, comme je l'avais dit. Mais la grande différence, c'est que je suis un professionnel. Je sais comment transformer les rêves en réalité. Excusez-moi. Un petit exemple. La communauté congolaise aux États-Unis était, dans la région de Washington métropolitaine, était la dernière à avoir une structure et une adresse, un téléphone. Toutes les communautés des autres États avaient un président de la communauté, etc. Ben, j'ai imaginé sur papier le processus électoral que j'ai envoyé à tout le monde pour les valider. Et je suis fier de dire que près de 800 à 1000 Congolais ont défilé de 14h à minuit pour pouvoir voter les membres de la communauté congolaise de la région métropolitaine de Washington. Ce qui nous donne une adresse et des interlocuteurs par rapport aux institutions américaines. Ça, c'est une réussite que je peux mettre juste pour dire que transformer les rêves en réalité, c'est faisable. Et puis, comment changer la classe politique? Renouveler, d'accord. On va renouveler la classe politique comment? On a un système qui est totalement corrompu aujourd'hui. On ne va pas prendre les mêmes pour pouvoir recommencer, les mêmes mots produisent les mêmes effets. Le renouvellement de la classe politique, je vais prendre un exemple. Nous avons aujourd'hui des parlementaires d'origine congolaise dans les institutions occidentales, en France, en Belgique, aux États-Unis. Ces gens doivent rentrer au pays pour transformer notre Parlement. C'est-à-dire qu'ils ont des comités d'éthique, ils ont des méthodes de travail, ils ne font pas des élections ici parce que les enveloppes ont circulé. On va enlever cette mentalité. Pour enlever cette mentalité, la question qui m'a été posée au département du Trésor pour la 2e réunion,
une seule question. Monsieur Aloula, votre plan est beau, mais on ne voit pas comment la corruption va disparaître. Je vais donner une réponse très courte. C'est quoi la corruption qu'on a chez nous? Les gens sont mal payés. Ça veut dire que toute personne à qui vous demande votre nom, vous lui payez, il prend la feuille, vous lui payez, ainsi de suite, parce qu'il doit couvrir le bout du mois, la fin du mois. Dans notre programme, on donne un bon salaire et des allocations de chômage aux Congolais qui ne travaillent pas, de façon à ce qu'on leur redonne la santé d'abord. Et donc, je prends les salaires, un bon salaire pour les Congolais. 80% de la corruption disparaît. Parce que tout le monde tout fier. Et l'informatisation de tous les systèmes va faire disparaître 17% de la corruption. Il me regarde, il me dit oui. Et puis, je dis 3% qui restent. 80 plus 17, ça fait 97. 3% qui restent, et je ne discute pas la corruption qui est aux États-Unis, la Belgique, l'Europe, on va l'avoir aussi chez nous. Donc la corruption des cols blancs comme moi, je ne veux pas les combattre parce que je ne pourrais pas changer le système. Mais les renouvellements vont se faire parce que maintenant, nous savons dans la presse, nous avons des noms, des références, des gens qui vont s'occuper de la communication. Nous avons des médecins à qui nous savons que avant d'opérer la personne, il ne va pas demander il a un bon salaire, il ne va pas demander d'être payé avant d'ouvrir la personne, de refermer et d'amener les cadavres à la mort. Ça, c'est la pratique de la médecine aujourd'hui au Congo. Et nous avons des sportifs, nous avons beaucoup de domaines dans les... Plutôt, sorry, j'ai voulu shifter de ta question. Mais en tout cas, le renouvellement de la classe politique va se faire parce qu'on se connaît et beaucoup ont la volonté de pouvoir rentrer. Et avec l'exemple qui va venir de la tête, si j'ai sacrifié 13 ans de ma vie, mes enfants, ma famille, etc., je m'excuse, l'image de la tête en pâté du président, de l'ancien président rwandais, je ne souhaite pas que notre équipe puisse les subir. Nous devons fournir des efforts pour que nous puissions léguer un autre Congo à nos enfants. Et c'est en travaillant bien que ce sort ne va pas nous arriver en faisant un mandat ou deux mandats et laisser la suite aux autres pour pouvoir continuer à développer notre pays. Tel sera notre objectif. Merci. En 2006, vous étiez candidat à l'élection présidentielle. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à cette époque? Est-ce qu'on peut dire que ces difficultés ont disparu aujourd'hui? J'ai regardé, j'ai suivi avec attention votre programme de gouvernement, comme vous l'appelez. Je vous dirai dans un premier temps, c'est bien fait. Mais que pouvez-vous répondre à ceux qui diront que c'est un beau catalogue d'intentions? Troisième point, troisième question, vous avez parlé de renouvellement de la classe politique. Depuis la conférence nationale, on n'entend que ça. Comment vous allez le faire concrètement? Merci, M. Ambawadji, et Congo indépendant. Je salue votre présence sur le net qui dépasse les 20 ans, je crois. Et donc, vous avez été l'une des références pour nous, même en 2006, lorsque nous nous sommes lancés. Vous étiez la référence sur la place. Et vous continuez à faire un bon travail. Je vous remercie. Les difficultés de l'époque, beaucoup de ces difficultés ont été surmontées. Parce que je crois que une meilleure connaissance de la communauté internationale, une bonne connexion avec les décideurs. Maintenant, hier c'était visite, bonjour, carte de visite, etc. Ça s'est limité là. Maintenant c'est comment vas-tu Georges, etc. Donc on se connaît un peu plus, d'un peu plus près, on peut échanger sur des choses sentimentales. Ils disent, ben, je reviens de la région, on a trouvé que la personne qui fait les bordels dans les coins, on l'a identifié. Donc ça, ce sont des propos ou des choses qui sont une différence par rapport à 2006. Par rapport à 2006, j'ai été d'abord désillusionné. Désillusionné quand je suis arrivé en tant que candidat sur le terrain en 2006. J'avais cru qu'en ayant un beau costume, bien coiffé, bien parfumé, et un beau discours, on allait m'embrasser et puis me donner des voix. Mais sur le terrain, les partenaires avec lesquels je parlais déjà à distance, quand je suis arrivé sur le terrain, ben écoutez, on ne pouvait même pas s'appuyer sur eux.
Donc une désillusion sur l'état de la population, qu'est-ce qu'ils attendent des candidats. C'est quelque chose que maintenant je suis préparé pour pouvoir répondre à leurs attentes. En 2006, ce n'était pas vraiment le cas. Je l'ai appris sur le terrain. Une sorte d'accompagnement. L'accompagnement, c'est l'accompagnement peut être sécuritaire, l'accompagnement des hommes d'affaires. Ce n'était pas aussi solide qu'aujourd'hui. Avant, c'était juste que vous êtes le seul qui a un programme économique, etc. Mais aujourd'hui, j'ai des hommes d'affaires qui disent quand est-ce qu'on commence, quand est-ce que ça va se passer les élections. Donc, une grande différence de ce côté-là. Merci pour les compliments pour le programme que vous avez fait. Vous savez, lorsque vous dites que d'autres vont dire que c'est des catalogues de bonnes intentions, les documents, ce programme s'appuie sur un document de 200 pages, confidentiel, avec une bonne partie, une bonne dose de ma connaissance de l'Europe et du monde occidental. Je souligne que je suis un ancien étudiant de Belgique. Je suis diplômé ici à la Rue Royale à Bruxelles, donc je connais les Belges. J'ai fait la France, mon doctorat et les grandes boîtes dans lesquelles j'ai travaillé au niveau de la France. Je suis allé aux États-Unis comme un entrepreneur. J'ai su transformer cette connaissance du monde en un programme qui a... vous savez, le président des États-Unis ne s'engage pas à vous écrire une lettre d'appréciation à la volée. C'est-à-dire vous rencontrez tous ces experts qui vont lui donner un feedback sur ce qu'ils pensent de ce que vous avez fait. J'ai rencontré, à la demande du secrétaire d'État candidat à la présidence actuelle, 2 ambassadeurs pour valider ce qu'ils ont vu avant que ça passe à la Maison-Blanche ou au Conseil de sécurité au niveau de la Maison-Blanche. Les catalogues de bonnes intentions, non, parce que derrière, il y a une matrice avec toutes les entités administratives du Congo, et on dit un besoin, on multiplie par 26, par 142, etc. Tout ça, c'est chiffré. On n'a pas besoin, on n'a pas peur, on n'a pas eu peur des chiffres, parce que lorsque les Américains ont fait quelque chose que je ne sais pas si l'Europe a déjà commencé à le faire, ils ont décrété sur 3 jours la rencontre avec la diaspora congolaise, où on vient dire ce que nous souhaitons. Et c'est la première fois où je parlais de 140 milliards, et le directeur du département du Trésor qui était dans la salle a dit ceci. C'est sur vidéo, c'est en ligne, on va les récupérer pour vous les montrer, pour dire que vous commencez à être sérieux, à devenir sérieux. Ça, ce sont des chiffres que nous attendions de vous, que ça vienne de vous. Donc, une certaine crédibilité, comme je l'avais dit. Mais la grande différence, c'est que je suis un professionnel. Je sais comment transformer les rêves en réalité. Excusez-moi. Un petit exemple. La communauté congolaise aux États-Unis était, dans la région de Washington métropolitaine, était la dernière à avoir une structure et une adresse, un téléphone. Toutes les communautés des autres États avaient un président de la communauté, etc. Ben, j'ai imaginé sur papier le processus électoral que j'ai envoyé à tout le monde pour les valider. Et je suis fier de dire que près de 800 à 1000 Congolais ont défilé de 14h à minuit pour pouvoir voter les membres de la communauté congolaise de la région métropolitaine de Washington. Ce qui nous donne une adresse et des interlocuteurs par rapport aux institutions américaines. Ça, c'est une réussite que je peux mettre juste pour dire que transformer les rêves en réalité, c'est faisable. Et puis, comment changer la classe politique? Renouveler, d'accord. On va renouveler la classe politique comment? On a un système qui est totalement corrompu aujourd'hui. On ne va pas prendre les mêmes pour pouvoir y commencer, les mêmes mots produisent les mêmes effets. Le renouvellement de la classe politique, je vais prendre un exemple. Nous avons aujourd'hui des parlementaires d'origine congolaise dans les institutions occidentales, en France, en Belgique, aux États-Unis. Ces gens doivent rentrer au pays pour transformer notre Parlement. C'est-à-dire qu'ils ont des comités d'éthique, ils ont des méthodes de travail, ils ne font pas des élections ici parce que les enveloppes ont circulé. On va enlever cette mentalité. Pour enlever cette mentalité, la question qui m'a été posée au département du Trésor pour la 2e réunion, une seule question. Monsieur Aloula, votre plan est beau, mais on ne voit pas comment la corruption va disparaître. J'ai donné une réponse très courte. C'est quoi la corruption qu'on a chez nous?
les gens sont mal payés. Ça veut dire que toute personne à qui vous demande votre nom, vous lui payez, il prend la feuille, vous lui payez, ainsi de suite, parce qu'il doit couvrir le bout du mois, la fin du mois. Dans notre programme, on donne un bon salaire et des allocations de chômage aux Congolais qui ne travaillent pas, de façon à ce qu'on leur redonne la santé d'abord. Et donc, je prends les salaires, un bon salaire pour les Congolais. 80% de la corruption disparaît, parce que tout le monde tout fier. Et l'informatisation de tous les systèmes va faire disparaître 17% de la corruption. Il me regarde, il me dit oui. Et puis, je dis 3% qui restent. 80 plus 17, ça fait 97. 3% qui restent, et je ne discute pas la corruption qui est aux États-Unis, la Belgique, l'Europe, on va l'avoir aussi chez nous. Donc, la corruption des cols blancs comme moi, je ne veux pas les combattre parce que je ne pourrais pas changer le système. Mais les renouvellements vont se faire parce que maintenant, nous savons dans la presse, nous avons des noms, des références, des gens qui vont s'occuper de la communication. Nous avons des médecins à qui nous savons que avant d'opérer la personne, il ne va pas demander il a un bon salaire, il ne va pas demander d'être payé avant d'ouvrir la personne, de refermer et d'amener les cadavres à la mort. Ça, c'est la pratique de la médecine aujourd'hui au Congo. Et nous avons des sportifs, nous avons beaucoup de domaines dans les petits soirs, et j'ai voulu shifter de ta question. Mais en tout cas, le renouvellement de la classe politique va se faire parce qu'on se connaît et beaucoup ont la volonté de pouvoir rentrer. Et avec l'exemple qui va venir de la tête, si je sacrifie 13 ans de ma vie, mes enfants, ma famille, etc., je m'excuse, l'image de la tête en pâté du président, de l'ancien président rwandais, je ne souhaite pas que notre équipe puisse les subir. Nous devons fournir des efforts pour que nous puissions léguer un autre Congo à nos enfants. Et c'est en travaillant bien que ce sort ne va pas nous arriver en faisant un mandat ou deux mandats et laisser la suite aux autres pour pouvoir continuer à développer notre pays. Tel sera notre objectif. Merci. Je vais poser deux questions. La première concerne la République du Congo d'aujourd'hui. Démocratique ou du Congo? Démocratique. Nous sommes à la Troisième République. On a une constitution de la Troisième République. Et le programme que vous avez présenté ne semble pas être applicable dans cette constitution et dans beaucoup de domaines. La diaspora que vous voulez ramener au pays, beaucoup sont des étrangers pour le Congo. Le pouvoir du président de la République. Donc la question, est-ce que vous allez modifier la Constitution et comment? Pour ça, il faut gagner les élections. Donc, j'ai l'impression que vous vous occupez beaucoup de l'extérieur, tandis que c'est localement, il faut avoir une force des députés et des sénateurs pour pouvoir mener tout ce que vous avez comme projet qui nécessite beaucoup de réformes. La deuxième question. Vous ramenez 140 milliards de dollars en RDC d'aujourd'hui, pendant 4 ans. Qui va utiliser cet argent? Quand on voit le niveau de l'éducation, le niveau de la formation de notre jeunesse, beaucoup de gens ont des diplômes. Il y en a qui valent, il y en a qui ne valent rien. Je ne sais pas avec qui vous allez faire ça. Rien qu'avec des étrangers? Bon, c'est ça la question. Merci. En tout cas, merci pour votre question. Je pense que nous avons vécu en dur les incohérences de la Constitution qui a été votée en 2006. La première des choses, c'est d'appliquer la loi sur la nationalité qu'il y a dans la Constitution rwandaise. Aucun Rwandais, la nationalité rwandaise est immuable. Personne ne peut l'enlever, même si vous avez 10 nationalités. La nationalité congolaise d'origine sera irrévocable. C'est-à-dire que la double nationalité, la triple nationalité, on va faire le changement de la Constitution pour que nos enfants et les Congolais se sentent libres d'aller dans le monde et de pouvoir, comment dirais-je, se développer, s'épanouir comme on l'a vu. Il y a des pays qui vous donnent la nationalité parce qu'ils veulent vous garder chez eux. Nous allons appliquer la même chose, mais là, le verrou sur l'unicité de la nationalité congolaise va sauter. C'est-à-dire que
nous avons quand même beaucoup de gens qui sont capables de s'asseoir et de nous réécrire certains paragraphes qui sont totalement aberrants. Comment on n'a pas prévu que ce président de la République, qui n'a pas fait les élections locales ou au niveau des Sénats, puisse continuer à régner sur le pays? La constitution israélienne dit, lorsque je pense à la Knesset, en cas de, comment dirais-je, en cas de mission ou lorsque le Parlement atteint ses limites ou dissolution du Parlement, dans les 90 jours, on relance les élections. Au Congo, tout ce que nous avons vécu comme imperfection aujourd'hui qui fait que, imaginez qu'il n'y a même pas eu de réduction des salaires des sénateurs. Parce que si on avait fait la réduction des salaires des sénateurs dès la fin de leur mandat, beaucoup, pénalisés financièrement, auraient pensé à forcer pour que les élections puissent se tenir. Donc la Constitution va être changée pour que la double nationalité ou la triple nationalité, la nationalité congolaise d'origine doit être irrévocable. Comment faire? Parce que ici, on se présente, je me présente devant vous, mais l'ambition, c'est qu'on puisse partir ensemble. C'est-à-dire que beaucoup de Congolais sont prêts à aller se positionner comme candidats à tous ces échelons. Donc, on a commencé à former des coalitions pour que nous puissions avoir l'ambition de pouvoir gagner les élections et pouvoir obtenir les majorités dans toutes les chambres. Derrière, c'est les moyens qui vont être conséquents, mais je crois aussi l'image de la personne en tête va jouer un rôle assez important pour créer cet engouement. En anglais, on appelle ça momentum, pour cet engouement du changement que nous comptons amener et surtout avoir la possibilité de mettre en place des textes qui répondent à la culture et aux intérêts de notre pays. Les 140 milliards vont être utilisés par qui? Les 140 milliards vont être utilisés en majorité dans l'achat d'équipements. C'est-à-dire, on achète les machines, parce qu'il faut acheter des machines, installer la technologie et ensuite commencer à produire. Lorsque on peut dire qu'il y a beaucoup de métiers, peut-être je donnerai un chiffre, 80% des métiers pour développer le Congo n'ont pas besoin d'être sur le banc de l'école, même s'il faut un minimum de formation. Les Congolais sont très actifs et imaginatifs que en 3 mois, en 6 mois, il y a beaucoup de gens qui peuvent devenir des contremaîtres et contribuer aux constructions. Quant à l'exemple que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, au lieu de chercher à enrichir les étrangers dans notre pays en leur donnant tous les contrats, nous allons travailler avec les collectivités. C'est-à-dire au niveau des collectivités, beaucoup d'investissements seront faits au niveau des collectivités de façon à ce qu'on puisse dire la ville de Mbandaka a emprunté 3 millions pour faire ça. Et la ville de Mbandaka va collecter les taxes nécessaires et avoir des moyens de contrôle pour pouvoir être sûr qu'ils repayent ces dettes. Parce que les collectivités ici ont des dettes vis-à-vis du gouvernement fédéral. Il n'y a rien à inventer. Il faut copier et coller. Nous avons vécu dans ces pays, nous avons des Congolais qui sont membres des conseils municipaux à travers le monde. Ils vont ramener leurs connaissances sur comment utiliser les collectivités dans les biens de l'intérêt de tous. Merci. Bonjour. On a 10 minutes, on peut encore prendre 4 questions si c'est possible. Rapidement. Ouais. Je m'appelle Avenir Masseme, je suis vice-président de l'association Congo in Vlaandre. Nous habitons la Flandre, c'est-à-dire à Anvers. Et au nom de la communauté congolaise en Flandre, nous vous saluons. Merci. Parce qu'on vous suit souvent. Et maintenant, vous êtes en face de nous, à Bruxelles. C'est une bonne chose pour nous. Merci. Monsieur le Président, pour nous, avec vos capacités, avec votre savoir-faire, la plupart d'entre nous pensent que vous serez utile dans les jours à venir. Et pas dans cette cacophonie de 2016. Votre place n'est pas pour le moment dans cette cacophonie. N'allez pas vous casser la gueule pour cette période. C'est pour vous le moment de récolter la dynamique,
les intellectuels, tous les Congolais à l'étranger, voire même au pays, de recruter, de recenser des têtes pensantes qui vont travailler avec vous pour l'avenir du pays. Nous sommes pendant une période difficile et nous ne voulons pas que tous nos éléments soient perdus pendant cette période. C'est pour vous le moment de recruter à l'intérieur, tout comme à l'étranger, pour que l'avenir nous soit très très utile avec vos capacités. Merci. Ouf. Je vous remercie infiniment pour cette reconnaissance. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire quelques réalisations que j'ai faites pour le pays et qui ne m'ont pas été attribuées officiellement. Je suis le père, l'architecte du Parlement congolais actuellement. C'est moi qui ai proposé le passage du Parlement congolais de 280 membres sous Laurent Désiré Kabila à 500 membres et la création du Sénat. C'est moi qui ai donné la solution au fait ambassadeur Edi Angoulou à Paris, qui l'a transmis au ministre des Affaires étrangères, qui est encore vivant, et au président Joseph Kabila. Je n'ai pas réussi une seule attestation pour reconnaître ce que j'ai fait pour le pays. Politiquement parlant, j'ai remonté en 1993, lorsque j'ai croisé Kiba Samaliba à Paris, et il m'a confié la réorganisation de l'IDPS en Europe. Je suis la personne qui a organisé réorganisé l'IDPS en France et lancé les élections au sein de l'IDPS, qui a vu Roger Lumbala devenir président de l'IDPS France. Et j'ai côtoyé pas mal de leaders de l'IDPS, d'autres en mouvement, d'autres qui ne sont plus là. La question que vous me posez, c'est je ne voudrais pas qu'on puisse avoir une surprise qui va durer longuement. C'est-à-dire, en 2013, lorsqu'on s'est levé pour dire que je serais candidat à la présidence, beaucoup ont dit qu'il n'y a pas d'élection. Aujourd'hui, la situation que nous connaissons, il peut y avoir une surprise. C'est quoi la surprise? La surprise est que Kabila dise oui, le 20 septembre, j'organise le premier tour des élections. On fait quoi? On laisse cette équipe marquer son 3e penalty et nous amener à perpète les oies, ou bien on dit aux gens que nous avons une alternative, elle s'appelle la coalition, le mouvement de l'unité congolaise, avec notre leadership qui est capable de et de. Je comprends ce souci de dire oui, il y a des risques. Les risques sont là, mais je crois aussi que c'est le moment de vous dire simplement que je sais simplement que je crois en Dieu et que si ce chemin que j'ai parcouru jusque-là, il a été ma protection, il sera encore notre protection à toute l'équipe et que mon peuple a beaucoup souffert. Vous savez, ma prière, j'ai été parmi les premiers cadres noirs africains dans de grandes boîtes ici en Europe. La satisfaction personnelle, je peux mourir demain, je l'ai déjà accompli. Parce qu'on peut citer des choses que j'ai faites. Mais seulement maintenant, la prière, c'est dire, oh, Tata Nzambe, peuple azon na pasi to de la sundengeni, sali sabiso. Nazo senga ngate, non senga lepo na pango. C'est ça ma prière. Moi, je vous dirais aussi que, mettons-nous ensemble, parce que ce que vous percevez sous cet angle-là, discutons-en et que je puisse vous dire, bien sûr, le plan sécuritaire, on a pris telle disposition ou ce qui pourra nous aider. Mais mettons Dieu devant, mettons-le au défi, parce que 12 millions de morts, de l'eau potable que nous buvons à Kinshasa à la pompe. Moi j'ai grandi, on buvait de l'eau comme ça. Hein. J'ai découvert que nos enfants ici, quand vous leur donnez de l'eau comme ça, j'ai un fils un petit, quand je lui donne de l'eau avec ma main, papa, n'a tient un verre à bouillir. Non, encore. Donc je donne cet exemple simplement pour dire que nous on habite de l'eau potable à Kin, on a fréquenté l'électricité quand on était à Kin par l'Europe. Nous sommes capables de pouvoir le faire. Et puis, en face de nous, c'est des hommes. Très important. Bonjour Président, Votre Excellence. N'ajoute une question parce que vous n'êtes pas combattant. Quelques combattants. Je parle à Lingala parce que je veux bien parler Lingala. Sinon, je parle aussi en français. Ingeta. Donc, ma combattant, ma tindinga inatuna voyez. Papa Lula, ce que je vous compte, parce que tout est possible à dire et tout est possible à celui qui croit. Amen. Est-ce que
Congo ya Congo. Au Congo, tout changer. Première question. C'est vraiment une question pamba pamba, mais c'est utile pour nous. Deuxième question, Zali. Ce que vous avez dit, tout est possible à dire et tout est possible à celui qui croit. Tant que vous avez ambition, pas combattant, pas résistant, pas diaspora. Et ça peut tout et ça tout ou bien tout à fait beaucoup de ça. Parce que moi j'ai la foi, on va arriver. Amen. S'il vous plaît. Merci. Amen. Merci, Bakoko. Moi, je ne sais pas passer sur quelqu'un qui m'a touché sans la reconnaître. À voir ce que Makoko a fait pour nous, pour ces combats, dimanche, pour moi personnellement, je la remercie parce que je ne lui ai pas donné un euro. Elle s'est mise à combattre à mes côtés. Donc pour ça, j'avais parlé des volontaires. Makoko fait partie de l'une des volontaires qui parle de UNIC à travers les réseaux sociaux et elle est très suivie. Makoko, problème ya Congo ya mboka na banzi total yango soki mabumu na biso ezongeli mwa biloko santé ekomi mwa bien pour éviter ya ko dépenser mbongo directement na changement ya basigne oyo eza na Congo ya mboka, c'est-à-dire eloko ya liboso ole que topimisa 1 million tosala baaffiche ya sika mpona mboka badrapeau banini totyango nano na santé ya bato na kolia etc. Mais tokobanda peut-être pour utiliser mon Zaïre pour nos produits sur le plan commercial. Made in Zaïre. Petit à petit, bakore bakeuti na Congo en face T et outi na Congo ya monene oeza na marque Zaïre. Ce qui lobby to récupérer totalement au moto na biso, le lendo na biso, place autozalaka comme batu autozalaka. Je crois que changement à Congo, il ne faut pas tout ressentir en haut financièrement et ça les comment community nécessité. Mais c'est vrai, c'est quelque chose que nous n'allons pas déclasser totalement, mais que nous allons voir en fonction du temps lorsque les Congolais seront déjà sur une situation un peu plus meilleure. On va rentrer en français, mais un peu meilleure. Donc, quand on a changé le nom République démocratique du Congo, Zaïre comme République démocratique du Congo, ma question c'était, on laisse nous battre pour changer comme avocat. Donc pour ne pas faire la même erreur, je pense que la priorité c'est nourrir la population, penser les plaies et ensuite commencer commercialement, peut-être plus tard, ensemble avec le peuple congolais, faire un référendum si on choisit ce nom ou si on garde la RDC. Parce que dans RDC on dit aussi que Christ est roi, c'est roi du Congo, RDC. Hein. Donc voilà Makoko, merci. Et la place des combattants. Tous les combattants ont démontré la volonté, la détermination de défendre l'intérêt, la sécurité, la souveraineté de notre pays. Beaucoup de ces combattants vont servir dans les numéros 3 de l'équipe que j'ai montré. Équipe, il y a sécurité. Pour Bayebi, Makambo et Taliba identité, Mingi Tosali Bamboule Belé sans papier na poto, il faut savoir que Tokokiko passo à Wana et Zalali sous-souté. Yaka au service, il y a immigration, Yaka au travail dans le service d'intelligence. C'est aussi l'occasion pour dire que Congolais, les lots, le Kokomi Kolobabalang, chinois, norvégien, allemand, italien, c'est aussi le moment où il y a un service d'intelligence Nabiso. D'un côté à Sima, beaucoup de traducteurs, Balobini, donc efficacité à diaspora, na Katarambo Canabiso, et vous allez accru, et ça chance parce que nous on sait comment faire pour utiliser les capacités des uns des autres à répondre à l'intérêt général. Donc voilà un peu les combattants. Les combattants et les résistants doivent savoir que moi-même je suis un combattant résistant. J'ai combattu Mobutu, je ne suis pas rentré. Je continue à combattre. Je sais mettre mon t-shirt, aller devant les Nations Unies, risquer de se faire arrêter à New York ou à Washington pour notre combat. Donc je crois que vous pouvez compter sur moi pour porter les maillots
Ce Molimina est un capitaine, dans un capitaine, je l'ai pratiqué dans le football. C'est pour ça que je vous ai montré l'équipe de Léopard, l'équipe nationale de Léopard politique, au Tonito Salapo n'a pas gagné en 2016. Merci. Dernière personne, puisqu'on a en tout cas, Bandeko Balandi, Banakini, Banakongo, Ndenge Bo. Bandeko Balandi, Banakini, Banakongo, Nazali sur Koko Madera, Nambo Bundelimboka, Karandege Tolobiete, Loboko Moko et Gros Skole Longite, Awa Tozala qui ensemble na réunion ya président Lula, président unique ou Azozala Moko, Nakati Baponami, Yakati ya présidentiel. En tout cas, conférence, c'est l'équipe qui toko mingi. En tout cas, toko lembate, toko zala toujours na espoir. Ne c'est pas le mingi parce que vie à lobby penza oyo makambu biso bana Congo tozo zela poto yoka. Moi je suis docteur Nzali Lungo Gérard. Je suis professeur de gestion, économiste et vétérinaire en plus. Donc quelqu'un qui essaie de mettre un peu toute la technique et aussi la conduite de l'État. J'étais perséduit par le discours du président José Lula qui est absolument technique et on sent que c'est quelqu'un qui connaît sa matière et c'est un espoir pour ce pays, c'est un espoir. Voilà. Moi c'est Nicole Lombo. Je suis contente de la prestation de mon président, de notre leadership, M. Georges Alula, qui a fait un très bon programme pour la reconstruction prochaine de notre pays et pour vraiment sa grande progression dans l'économie du monde. Je remercie aussi tout le monde qui était là et je crois que, comme on le dit toujours, si Dieu le permet, celui qui croit, notre pays, qui est le Congo démocratique du Congo, sera un grand pays pour demain. Bonjour, vous me voyez, je me présente, je suis Kofi Joseph Njoli, je suis le coordonnateur de l'ECID Benelux, le parti cher de notre président national Martin Fayulu, notre député national. Par rapport à ma réaction, je dirais, pour Nandenge, dans la conférence, il y a frère Nabiso, Ndeko Nabiso, Oyo Nakombo ya Georges Alula, c'était vraiment en fait enrichissant et surtout le programme Naé est très bien détaillé, bien aussi clair. Franchement, Nazali comme on a que les Congolais, Tozali, Nabato Oyo Bakwasume ba fonction, Yamalonga pe bato bazali na conscience et que Moka il faut la développer. Vraiment, je salue le combat Naé. Pe nako souhaité qui a continué na soukapo tozali na posa ya bato ya boyenamboka ya bato logo ba Georges Alula bato bazana souci pour être mboka se développer. Vraiment merci beaucoup na pesi binombo te pe bozala toujours na kimia.